Mesdames et messieurs, le bilan est catastrophique. Il est carrément catastrophique. Poutine a fait quelque chose de tellement grave. Mince. Pendant que Zelensky est du côté de la Turquie pour le sommet de l'OTAN, son pays est en train de prendre feu. L'Ukraine est sous le feu. La Russie frappe Kiev et 5 régions en un coup. 9, je dis bien 9 étages. C'est la hauteur exacte de l'immeuble qui s'est effondré à Podil à Kiev cette nuit. La midi, autant pour moi. Il est 3 heures du matin. Il y a de la fumée noire au-dessus de toute la ville. Au point que les autorités demandent aux gens de garder leurs fenêtres fermées. Et sous les décombres, les secouristes cherchent encore des habitants. On ne parle pas des soldats, des habitants. À côté, dans le quartier d'Oubolon. Un entrepôt brûle aussi. Et à quelques kilomètres de là, dans le district de Boutcha. Oui, ce Boutcha. Une personne de plus vient de mourir, voilà. C'est cette marche que j'ai en tête depuis hier soir. C'est bouleversant. Qui dit le bilan est catastrophique. Salut, c'est Sergio. J'espère que vous allez bien. Très bien même. Parce que moi, physiquement, oui, mais mentalement, non. Aujourd'hui, on va parler de cette nuit du 6 au 7 juillet. Et je vous préviens tout de suite, je ne vais pas vous faire le coup dur. C'est horrible, ou encore condamnant, ou encore point final. Non. Ça, vous l'avez déjà vu ailleurs. Et honnêtement, ça ne vous apprend rien. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est une autre chose. C'est une fissure, une toute petite fissure, dans une phrase officielle, qui, si on la regarde d'assez près, raconte peut-être une histoire différente de celle qu'on nous sait depuis hier soir également. Alors, ce qui s'est passé dans l'ordre, le ministère russe de la Défense a publié un communiqué où il dit, et je reformule presque mot pour mot, il dit qu'il a lancé une frappe massive, autant pour moi, contre l'Ukraine en réponse à des attaques terroristes menées par Kiev contre des infrastructures civiles russes. Et il précise sa cible, des entreprises du secteur militaro-industriel, des installations énergétiques et de pétrole dans la ville de Kiev et sa région, plus des infrastructures aéroportuaires militaires. On parlait de 6 zones. Je dis bien 6. Et en face, sur le terrain, au moins 28 morts, une centaine de blessés à Kiev et à Soumy. Un immeuble résidentiel de 9 étages s'est effondré. Un entrepôt, des dizaines d'explosions. Je dis bien des dizaines d'explosions que des journalistes de l'AFP ont vu et compté eux-mêmes en direct. D'ailleurs, si ce genre de décortiquage vous parle, l'abonnement m'est d'une importance capitale. Ça m'aide à continuer ce travail formidable. Alors, normalement, à ce stade, il y a 2 camps qui s'installent tout de suite. Il y a celui qui dit c'est un crime de guerre. Encore un, il n'y a rien à discuter. Il y a celui qui dit c'est de la légitime défense. L'Ukraine a frappé Saint-Pétersbourg avec 500 drones et missiles vendredi. Il fallait une réponse. Et honnêtement, les deux ont un bout de vérité. C'est ça qui me perturbe. Le dialogue avec l'autre camp. Laissez-moi un peu jouer un rôle d'avocat de Moscou 1 minute. On va jouer le rôle d'un avocat de Moscou pendant 1 minute pour voir ce que ça donne. Sérieusement, sans ironie. Il dirait, non, imaginons, il dirait peut-être un truc comme ça. Nous frappons des cibles militaires et industrielles, pas des civils. Si un immeuble s'effondre à côté, c'est la conséquence d'une guerre que Kiev refuse d'arrêter. Donc ce n'est pas une volonté délibérée. Et l'Ukraine, elle, frappe nos raffineries. UFA, 2 fois cette semaine-là. Donc, arrêtons l'hypocrisie occidentale à sens unique. Voilà dans le récit de l'avocat. Et je dois vous dire, sur le papier, cet argument tient. L'Ukraine frappe effectivement l'économie russe méthodiquement, ses raffineries, ses usines de composants de missiles. C'est un fait et non une opinion. Il y a un vrai échange de cours entre les deux, dans les deux sens. Sauf que, laissez-moi reformuler, parce que c'est exactement là qu'il y a la fissure. Le communiqué russe parle de cibles militaro-industrielles. D'accord. Mais l'immeuble de Podil à Kiev, 9 étages, où on cherchait des habitants sous les décombres cette nuit. Ce n'est pas une usine. Le responsable de l'administration militaire de Boutcha dit clairement, Moscou frappe, je cite ces mots. Une fois encore, délibérément des civils et des infrastructures civiles.
Et ce n'est pas la première fois, cette semaine-là, qu'on entend cette description. Il y a 6 jours, une autre vague avait déjà tué 30 personnes à Kiev, dans la nuit du mercredi à jeudi. Les pires frappent sur la capitale depuis le début de la guerre, disait-on. Et là, 6 jours après, on dépasse déjà ce quota-là. Vous voyez le motif qui se présente, ou qui se répète, j'espère. J'espère que vous voyez le motif qui se répète. Ce n'est pas un accident isolé qu'on peut mettre sur le compte d'un missile mal guidé. C'est une séquence. Alors, je ne voulais pas vous donner des chiffres bizarrement. Je les ai notés dans mon bloc-notes, dans mon téléphone, pour être précis. Il est là. Déjà, en juin, la Russie a envoyé 500 749 drones et 180 missiles sur l'Ukraine. Il est en baisse par rapport à mai, mais toujours à un rythme que peu de pays au monde n'ont jamais connu. Et cette nuit du 6 au 7 juillet précisément, elle affirme avoir intercepté 519 drones ukrainiens de son côté. Donc, les deux armées tirent presque tous les jours sur des infrastructures qu'elles qualifient chacune de légitimes. Donc, dans cette guerre, personne n'est coupable. C'est juste la légitime défense dans les deux camps. C'est de la comédie. Continuons. Et il y a un détail temporel que je trouve très sincèrement fascinant. Cette frappe massive tombe la veille, exactement la veille de l'ouverture du sommet de l'OTAN à Ankara. Donc, pendant que l'Ukraine est en train de se brûler à petit feu, Zelensky est à Ankara, à Turquie. Le sommet où Donald Trump doit rencontrer Zelensky en marge de discussion. Le sommet dont l'objectif affiché côté allemand notamment est de consolider le soutien à l'Ukraine. Et Poutine, lui, avait eu Trump au téléphone quelques jours avant. Un appel où, selon son conseiller Ushakov, il aurait détaillé la situation réelle sur le champ de bataille en disant que les forces russes avancent avec confiance. Ouais, carrément, ils avancent avec confiance. Je ne vais pas vous dire que c'est un calcul. Je vous dis juste que la coïncidence de calendrier est trop précise pour ne pas se poser la question suivante. Est-ce qu'on frappe fort juste avant un sommet parce que le hasard des opérations militaires l'a voulu ainsi, ou parce qu'on veut que chaque délégation arrive à Ankara avec cette image en tête? Je dis ça en passant. Frères et sœurs, chers abonnés, chers non-abonnés, si vous êtes nouveau ici, le bouton d'abonnement est juste là. C'est gratuit et ça m'aide à continuer ces analyses. Bon, continuons, poursuivons ce qu'on sait faire le mieux. Maintenant, qu'est-ce que ça change pour nous? La question que tout le monde évite, en quoi ça vous concerne, vous, qui êtes peut-être à Paris, à Bruxelles, loin de Kiev, concrètement? Depuis que l'Ukraine cible les raffineries russes, UFA, entre autres, la Russie a un déficit de carburant que Poutine lui-même a reconnu publiquement pour la première fois, il y a quelques jours. Et en Europe, en mai, le prix du carburant pour les particuliers a augmenté de plus de 20% par rapport à l'année précédente. 20%. Ce n'est pas une abstraction géopolitique, c'est le prix à la pompe ou le prix du transport qui remonte sur le prix du sac de denrées au marché. Donc ça te concerne, peu importe où tu te trouves présentement. Et il y a un deuxième effet, plus silencieux. Chaque fois qu'une frappe de cette ampleur tombe juste avant un sommet, elle devient un argument dans la salle de négociation. Les alliés de l'Ukraine s'en servent pour justifier plus de soutien. La Russie s'en sert pour dire que c'est elle qui riposte à une agression. Les deux discours se nourrissent du même événement. Et nous, on regarde ça de très loin, en se disant que ça ne nous touche pas. Alors que le prix de l'essence, lui, ne fait pas de politique, il monte pour tout le monde. Maintenant, je vais être honnête avec vous, je ne peux pas trancher cela. Est-ce que cette frappe est une réponse militaire proportionnée à des attaques ukrainiennes bien réelles sur le territoire russe? Ou est-ce qu'elle est calibrée en timing, en taille, pour peser sur un sommet diplomatique? Les deux explications ne s'excluent pas forcément. Et c'est ça qui me fascine dans cette histoire. C'est rarement l'un ou l'autre. C'est souvent les deux en même temps, avec des proportions qu'on ne connaîtra jamais exactement. Ouais. Ce que je sais, c'est qu'un immeuble de 9 étages s'est effondré cette nuit. Et que ça, ce n'est plus, c'est l'argument de personne en fait. C'est juste un fait. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu crois à la coïncidence?
de calendrier? Ou est-ce que tu penses comme moi qu'il y a rarement de hasard dans ce genre de guerre? C'était votre humble serviteur, le paparazzi. À bientôt. Prenez soin de vous. Merci.